Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. L'inflation est toujours parmi nous, il n'y a pas de doute là-dessus, qu'on soit à l'épicerie ou à la station d'essence, notre portefeuille le ressent. C'est d'ailleurs un sujet qui fait l'objet d'une couverture assez importante lors de la présente campagne électorale québécoise. Tous les partis ont proposé leurs solutions pour soulager les Québécois de l'inflation et j'ai décidé d'en faire une vidéo pour présenter leurs solutions afin d'en discuter. Avant de commencer, si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à ma chaîne pour 4,99 par mois. Ça vous permet aussi de participer au direct ou de les réécouter et vos commentaires sont mis en évidence, ce qui me permet d'y répondre en priorité. C'est aussi une opportunité pour venir discuter avec d'autres camarades boursicoteurs qui vivent des temps difficiles eux aussi en bourse avec le tumulte des derniers mois. L'inflation fait rage et ça pratiquement partout sur la planète. Aux États-Unis, l'IPC diminue tranquillement, mais se situe toujours à 8,3 %. Au Canada, elle est de 7 %, au Québec de 7,1 % et au Royaume-Uni de 9,9 %. Qu'est-ce qui explique tout ça? En 30 secondes, une hausse généralisée des prix se produit lorsque vous avez une demande qui surpasse l'offre. Comment la demande peut-elle surpasser l'offre? Soit parce qu'il y a trop de monnaie dans le système, soit parce que l'offre est réduite. Imaginez que vous avez une pandémie, que les gouvernements ferment les entreprises et qu'ils distribuent des milliards à des citoyens qui ne travaillent plus. Vous vous retrouvez avec une population partiellement non productive dont l'épargne a été boostée par le gouvernement et qui n'a rien d'autre à faire que de consommer. La demande explose et les producteurs ne suffisent pas à remplir la demande. En fait, ça donne pas mal la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Bon, il y a d'autres facteurs qui viennent s'ajouter à ça comme une crise énergétique européenne en partie auto-infligée, mais vous comprenez l'essentiel. Lorsque vous faites face à une hausse de prix soutenue et généralisée, ce qu'on appelle à tort ou à raison l'inflation, il n'existe pas 56 solutions pour y venir à bout. Vous pouvez d'un côté tenter d'augmenter l'offre ou de l'autre réduire la demande. Travailler du côté de l'offre est complexe parce que ça demande d'analyser le système d'incitatifs économiques et de revoir les lois et règlements en place qui viennent le corrompre. Vous aurez compris que ce travail doit être fait par les politiciens. Malheureusement, ceux-ci travaillent lentement et ils excellent davantage dans l'ajout de nouvelles lois et règlements que dans leur abolition ou leur assouplissement. Donc, il nous reste le côté de la demande. C'est le rôle des banques centrales des États-Unis, du Canada ou d'Angleterre de contrôler la demande dans leurs économies respectives afin de s'assurer que les prix, c'est-à-dire, restent stables. Leur outil de prédilection, le taux directeur, qui gouverne en quelque sorte tous les autres taux d'intérêt dans l'économie. Les banques centrales fixent le prix de la monnaie à la hausse ou à la baisse en fonction de leur volonté de stimuler ou de réduire la demande dans l'économie. Alors présentement, avec l'inflation qui est dans le plafond, les banques centrales veulent freiner la hausse des prix en réduisant la demande dans l'économie. La quasi-totalité des banques centrales dans le monde augmentent leur taux directeur. La Fed est passée de 0,25 % à 3,25 %. La Banque du Canada a fait la même chose, de 0,25 à 3,25 % et la Banque d'Angleterre de 0,25 à 2,25 %. Une tendance qui ne semble pas prête de s'arrêter, les banques centrales jugeant que l'inflation pose toujours un risque important à leurs économies respectives. Le hic, c'est qu'en parallèle au travail effectué par les banques centrales, vous avez les autorités fiscales de chacun de ces pays, c'est-à-dire les politiciens élus, qui rament à contresens. Alors que les banques centrales mondiales s'efforcent de réduire la demande dans leur économie en haussant les taux d'intérêt, les gouvernements introduisent des mesures fiscales contre-productives qui viennent complexifier le travail des banques centrales. En voulant aider leur population par la mise en œuvre de divers programmes d'aide, les politiciens viennent jeter de l'huile sur le feu. Leurs mesures participent à augmenter la demande alors que les banques centrales se démènent pour la réduire afin de diminuer la pression sur les prix. Par exemple, aux États-Unis, l'ironique Inflation Reduction Act ou le plan d'allègement de la dette étudiante représentent deux éléments législatifs stimulant l'inflation. Au Canada, le premier ministre Trudeau a décidé d'envoyer un chèque de TPS doublé, un chèque pour les soins dentaires et un autre pour l'aide au loyer afin de combattre l'inflation. En plus des mesures introduites au niveau fédéral, vous avez aussi celles qui sont proposées au niveau provincial qui viennent s'ajouter. Le fait que nous soyons en campagne électorale au Québec n'aide pas non plus. Ça donne place à une surenchère de mesures fiscales inflationnistes présentées comme des soi-disant remèdes à l'inflation. Ça revient à ce que je dis souvent, en politique, l'enfer est pavé de bonnes intentions et que les lois introduites par nos politiciens viennent plus souvent qu'autrement exacerber les conséquences du problème qu'ils tentent de résoudre. Il n'y a pas de meilleur exemple que ce qui se passe actuellement. Vous avez des partis qui proposent des baisses d'impôts, des chèques,
des baisses de taxes, des allocations de toutes sortes, etc. J'invente rien, écoutez-les vous-même. Pour ceux qui gagnent entre 0 et 50 000, une remise de 1 200 $ d'ici la fin de l'année. Entre 50 000 et 80 000, 750 $. Essentiellement, on prend les surplus de l'État en raison de l'inflation. On le redonne à ceux qui ont de la misère à rejoindre les deux bouts. On veut donner 400 à 600 $ au mois de décembre à tous ceux qui gagnent moins de 100 000. Puis on veut donner 2 000 $ de plus à partir de 2022 aux 70 ans et plus. Puis après, on va baisser les impôts. Nous, le Parti conservateur du Québec, on est le parti qui offre les plus importantes baisses d'impôts de tous les partis politiques à l'heure actuelle et on propose également de suspendre la taxe sur l'essence. Nous, ce qu'on veut, c'est retourner l'argent dans les poches des familles. 5 000 $ par famille, concrètement. Puis c'est pas un chèque qui va être envoyé une fois, c'est quelque chose qui va être récurrent année après année. L'autre volet qui est hyper important, c'est que la seule chose qui n'augmente pas, c'est le revenu de nos aînés. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une allocation pour aînés de 2 000 $ par année, année après année. Pas un chèque, ça vient chaque année dans les poches de nos aînés. Mais il faut donner un congé de TVQ sur les biens essentiels. Ça veut dire pas de TVQ à l'épicerie, à la pharmacie, au restaurant, sur les vêtements ou pour faire des réparations, par exemple, de sa voiture. Ça, c'est plus de 1 000 $ d'économie pour une famille au Québec. Comme je le disais dans un récent tweet en réponse à une vidéo de Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire, peu importe le parti politique, les solutions proposées pour combattre l'inflation ont toutes pour effet de jeter de l'huile sur le feu. On ne combat pas l'inflation en suspendant la TVQ et ce, que ce soit pour la nourriture ou l'essence. On ne combat pas l'inflation en augmentant les dépenses de l'État. On ne combat pas l'inflation en augmentant le salaire minimum. Toutes ces mesures ont pour effet d'augmenter la demande dans une économie où l'offre ne suffit déjà pas à y répondre. Conséquence, les prix montent. La politique monétaire travaille à resserrer les conditions financières alors que la politique fiscale fait l'inverse. Les mesures fiscales proposées complexifieraient le travail de la Banque du Canada, qui est justement de freiner la demande pour faire baisser les prix. Maintenant, si vous voulez savoir à quoi peut ressembler un scénario de catastrophe lorsque les politiciens rament à contresens de leur banque centrale, regardez du côté de l'Angleterre. Ça mériterait une vidéo entière dédiée seulement à ce sujet, mais grosso modo, l'inflation est à 10 % en Angleterre. Les Anglais ont de la difficulté à payer leurs factures d'énergie, leurs factures d'alimentation. La Banque d'Angleterre hausse finalement son taux directeur et débute la réduction de son bilan alors que le gouvernement britannique a annoncé un plan de réduction des impôts et un autre pour geler les tarifs d'électricité pour les consommateurs pendant 2 ans. Le plan fiscal représente près de 200 milliards de livres au cours des 2 prochaines années. La question que tous se posent, comment l'Angleterre va-t-elle financer ces mesures dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent et la Banque centrale a cessé ses achats d'obligations, donc a cessé la monétisation de la dette. Conséquence, les investisseurs vendent la dette anglaise du fait que leur anticipation d'inflation augmente, ce qui fait exploser le rendement des obligations britanniques et amène les investisseurs à se débarrasser de la livre sterling en raison de la perte de crédibilité financière du pays. D'ailleurs, la Banque d'Angleterre vient de redémarrer l'assouplissement quantitatif en urgence pour stopper la hausse des taux d'intérêt sur les obligations long terme, et tout ça alors que l'inflation est au plafond. La devise britannique s'affaiblit davantage. C'est impossible de faire autrement. La leçon à retenir, c'est qu'il est dangereux d'avoir une politique fiscale qui s'oppose à la politique monétaire des banques centrales. Le temps de la monétisation des déficits par les banques centrales sans conséquence semble révolu. En terminant, à la lumière de tout ça, on réalise qu'après le pire pic inflationniste en 40 ans, les politiciens ne comprennent toujours pas la source de l'inflation. Ce n'est pas mieux du côté des citoyens non plus qui s'attendent à se faire sauver par leurs représentants politiques alors qu'ils sont essentiellement les responsables du problème qui les accable. Dans la zone commentaire, la solution politique à l'inflation ne devrait-elle pas que les gouvernements dépensent moins? Laissez-moi savoir. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.